Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Je suis vraiment ravie de démarrer cette discussion aujourd'hui avec mon enthousiasme habituel, bien sûr. Salut. Et ouais, on a une mission assez passionnante pour cette session. Complètement. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment une simple modification de l'espace ou du nombre de joueurs sur un terrain, ça transforme radicalement les exigences physiques et mentales d'un sport. Et on va prendre l'exemple du football parce que les données qu'on va analyser sont en fait assez fascinantes et surtout très contre-intuitives. C'est ça. Pour être bien précis sur notre source, on va décortiquer une étude scientifique dont le titre complet est, alors accrochez-vous, Do different playing formats and aerobic capacity influence variances in psychophysiological demands and technical performance in small-sided games? A study among under 17 male soccer players. Ouais, c'est un titre à rallonge, mais l'étude est ultra rigoureuse. Elle a été menée par les chercheurs Tao Wang, Tianqing Xue et Jarrett. D'accord. Et ça a été publié tout récemment, en 2024, dans le très prestigieux Journal of Sports Science and Medicine. C'est le volume 23, pages 619 à 627, pour ceux qui aiment la précision. Parfait. Alors pour imaginer un peu le sujet avant de plonger dans les chiffres, imaginez qu'on transforme un jeu d'échecs géant en une partie de ping-pong à très grande vitesse. Oh, j'aime beaucoup cette image. N'est-ce pas? L'espace se réduit d'un coup, le temps de réaction fond comme neige au soleil, et soudainement, la machine humaine réagit de manière totalement inattendue. C'est exactement ça. Ça prépare parfaitement le terrain pour analyser la science des jeux réduits, ou ce qu'on appelle les small-sided games en anglais. D'accord. Mais pourquoi les entraîneurs utilisent ça en fait? Ça vient de la dynamique écologique et de la manipulation des contraintes de tâches. Au lieu de faire courir les joueurs dans le vide, on modifie l'environnement pour recréer le chaos du match tout en ciblant une compétence précise. Ok, je vois. Et comment l'étude a mis ça en place concrètement? Ils ont pris 24 jeunes joueurs masculins de moins de 17 ans. Et le plan d'étude compare deux formats ultra précis, le 2 contre 2 et le 4 contre 4. Jusque-là, ça paraît classique. Oui, mais là où c'est crucial, c'est que la surface relative par joueur était quasiment identique. Attends, identique comment? Environ 92 à 94 mètres carrés par joueur dans les deux cas. Le 2 contre 2 se jouait sur un terrain de 25 par 15 mètres, avec 4 répétitions de 2 minutes. Et le 4 contre 4 sur 35 par 17 mètres, avec 4 répétitions de 4 minutes. D'accord, décortiquons cela une seconde. Parce que là, j'ai une question assez logique qui me vient. Je t'écoute. Si l'espace relatif alloué à chaque joueur reste exactement le même, l'effort physique devrait être identique, non? Pourquoi le simple fait de diviser le nombre global de joueurs sur le terrain, ça changerait la donne? C'est une excellente question, et la réponse nous fait basculer directement dans les résultats physiologiques. En fait, c'est pas du tout une question d'espace, c'est une question de fréquence d'engagement individuel. Ah, la fréquence d'engagement. C'est-à-dire? Le format 2 contre 2 est nettement, mais alors nettement, plus intense. Les chiffres sont sans appel. La fréquence cardiaque moyenne a augmenté de 4,1%. Ce qui donne combien en battements? On est à 180,9 battements par minute en moyenne, contre 173,7 pour le 4 contre 4. Waouh! 180 battements par minute en moyenne, c'est énorme! Ouais, et c'est pas fini. L'évaluation de l'effort perçu, ce qu'on appelle le RPE sur l'échelle de Borg, elle a bondi de 12,2%. Ah oui? Quand même! Ils sont passés de 14,7 à 16,5. Et statistiquement, l'ampleur de cet effet est considérée comme très large. On a un D de Cohen à 2,258. Ce qui est fascinant ici, c'est le pourquoi de cette différence. J'imagine que la structure y est pour beaucoup. Exactement. En 4 contre 4, le jeu est structuré. Tu as des phases de possession collective. Certains joueurs peuvent, disons, souffler un peu ou se replacer pendant que les autres font l'effort. Alors qu'en 2 contre 2, En 2 contre 2, il n'y a nulle part où se cacher. Le joueur est constamment, mais vraiment constamment, en phase de pénétration offensive ou de récupération défensive. ça me fait penser à une comparaison assez simple. Le format 4 contre 4, c'est un peu comme un travail de groupe à l'école ou au bureau, non? On peut parfois s'appuyer sur ses collègues pour respirer un coup. C'est totalement ça. Alors que le 2 contre 2, c'est un entretien d'embauche en face à face. Tu dois parler et réfléchir sans aucune interruption. Impossible de se cacher derrière quelqu'un d'autre. La métaphore est parfaite. Mais du coup, si le corps est poussé à ses limites, à près de 90% de la fréquence cardiaque maximale, la question c'est
comment ça affecte la dextérité technique? Oui, et est-ce que faire plus de volume compense la fatigue extrême? C'est là qu'on observe l'explosion des actions techniques. Et j'ai les chiffres sous les yeux, ils sont assez impressionnants. En 2 contre 2, il y a une augmentation de 22,2% des passes réussies par minute. On se dit génial, non? Sur le papier, oui. Mais il y a un énorme revers de la médaille. On a aussi une explosion de 62,5% des passes ratées. Et pire, une augmentation spectaculaire de 111,1% des ballons purement et simplement perdus. C'est un vrai paradoxe de productivité. Dans ces petits espaces, avec moins de joueurs, le porteur du ballon a toujours un coéquipier à proximité immédiate, ce qui favorise forcément les passes réussies. Logique, la cible est plus près. Voilà. Sauf que les adversaires sont également ultra concentrés autour du ballon, ce qui favorise massivement les interceptions. D'accord, l'espace est saturé en fait. Et à ça, tu ajoutes la fatigue métabolique extrême du 2 contre 2. À 180 pulsations, cette fatigue commence à dégrader sévèrement la lucidité et la précision mécanique du joueur. Attendez, je t'arrête tout de suite avec une petite objection. Vas-y. 2 fois plus souvent aux joueurs, est-ce que c'est vraiment un bon outil d'apprentissage? Enfin, n'est-on pas littéralement entraîné l'échec? C'est la réaction naturelle des entraîneurs quand ils voient ça. Mais en réalité, c'est une exposition totalement délibérée au chaos. C'est fait exprès, quoi. Oui. Le nombre total d'actions par minute est tellement élevé que le taux d'apprentissage technique est condensé. C'est une surcharge cognitive et technique qui est voulue. Donc on accepte le déchet technique pour forcer le cerveau à traiter l'information plus vite. Exactement. Mais la vraie question, c'est de savoir si tous les joueurs réagissent de la même manière à ce chaos. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On entre dans ce fameux paradoxe de l'endurance. Et honnêtement, quand j'ai lu cette partie de l'étude, j'ai dû relire 2 fois. Ah bah, ça surprend tout le monde. On parle de l'impact de la capacité aérobie qui a été évaluée par le fameux test Yo-Yo Intermittent Recovery. Ouais, le fameux test BIP où il faut faire des allers-retours de plus en plus vite. C'est ça. Et l'étude montre que dans le format 2 contre 2, les joueurs qui ont la meilleure capacité aérobie à ce test, Donc les plus endurants, ceux qui ont le meilleur cardio. paradoxalement, ce sont eux qui font le plus de passes ratées. On a une corrélation de R égale 0,502. Et ce sont aussi eux qui perdent le plus de ballons, avec une corrélation de 0,421. C'est fou. Être le plus en forme te fait faire plus d'erreurs. Et le plus dingue, c'est qu'aucune corrélation de ce type n'a été trouvée dans le format 4 contre 4. C'est spécifique au 2 contre 2. Mais comment c'est possible? Physiologiquement, ça s'explique comment? En fait, les joueurs dotés d'une grande endurance savent qu'ils ont le moteur pour le faire. Donc ils ont tendance à couvrir beaucoup plus de distance sur ce petit terrain. Ils veulent être partout à la fois. Voilà, ils s'impliquent dans beaucoup plus d'actions, ce qui génère un effort neuromusculaire bien supérieur. Et c'est cette fatigue nerveuse accumulée qui finit par court-circuiter complètement leur motricité fine. Le cœur suit, mais les nerfs lâchent. Ah, je vois. C'est comme posséder un véhicule avec un réservoir de carburant infini, tu vois, mais des pneus qui s'usent ultra rapidement. Très bonne analogie. Le moteur veut continuer à tourner à plein régime parce qu'il a l'énergie pour, mais la tenue de route devient complètement désastreuse. La transmission au sol ne se fait plus. C'est une excellente façon de le visualiser. Le cerveau commande, mais le muscle ne répond plus avec précision. Du coup, sachant cela, comment est-ce qu'on peut appliquer cette information scientifique concrètement sur le terrain? Ou même dans l'organisation de tâches complexes en général? Pour les entraîneurs, c'est très clair. Ils ne peuvent plus simplement mélanger les joueurs au hasard pour faire des petits jeux. Ils doivent absolument gérer l'hétérogénéité des groupes. C'est-à-dire faire des groupes de niveau physique. Oui, former des équipes de 2 contre 2 en regroupant les joueurs par profil de capacité aérobie. Ça permet d'éviter que les joueurs les plus endurants ne s'épuisent nerveusement en voulant compenser pour les autres. Et ça évite de détruire la qualité technique globale de l'exercice. Exactement. Si tout le monde a le même moteur, l'effort est lissé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre auditoire aujourd'hui? Parce que la leçon dépasse largement le cadre du football. Ah, complètement. Ça touche à la gestion de la performance humaine en général. Dans n'importe quel environnement à haute intensité ou dans des tâches qui demandent une concentration extrême, posséder une grande capacité de travail ne garantit pas l'excellence technique. Pas si la fatigue neuromusculaire ou cognitive n'est pas gérée. C'est le point clé. Une exposition intense génère plus d'opportunités de succès, c'est vrai, mais elle multiplie exponentiellement les erreurs si le système nerveux sature. D'ailleurs, tu avais une ultime piste de réflexion là-dessus, non? Un truc un peu provocateur qui s'appuie sur le texte. Oui, tout à fait. C'est une idée qui n'est pas explicitement testée, mais qui découle logiquement de ces données.
Je t'écoute. Si une grande capacité aérobie pousse un athlète à s'hyper-investir au point de multiplier les erreurs techniques dans des espaces restreints, se pourrait-il qu'imposer volontairement des limites de déplacement aux individus les plus endurants améliore paradoxalement leur prise de décision? Attends, tu veux dire les forcer à moins courir? Exactement. Est-ce qu'une contrainte de mouvement imposée de l'extérieur pourrait libérer leur esprit critique et leur lucidité, les obliger à penser plutôt qu'à simplement s'activer physiquement? Oh waouh! C'est brillant comme hypothèse. Freiner le corps pour libérer le cerveau? C'est ça. Ça mérite réflexion, non? Complètement. Écoutez, pour plonger dans les détails fascinants de cette méthodologie et voir ses statistiques de plus près, on encourage chaleureusement tous ceux qui nous écoutent à lire l'article original. L'article de Wang, Xue et He dans le Journal of Sport Science and Medicine. Absolument. L'élégance de leurs données mérite vraiment une lecture attentive. Ça vaut le détour. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs contenus scientifiques, toujours vulgarisés avec passion. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle exploration